450 000 € pour un presse-papier fumant. Mon empire est en train de couler sur l'avenue Montaigne. Avant de continuer, dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. La scène se déroule au cœur battant du luxe parisien, où l'air lui-même semble coûter plus cher. Une Rolls-Royce Phantom bleu nuit, monstre de métal et de cuir personnalisé, est immobilisée, son capot crachant une vapeur blanche et dense qui se mêle à l'arrogance du 8e arrondissement. Le chrome scintillant du véhicule contraste violemment avec la panique silencieuse de son propriétaire. Autour, une foule de touristes et de membres de la bourgeoisie parisienne filment la scène avec leurs smartphones. Un spectacle inattendu entre les vitrines immaculées de Dior et de Chanel. À quelques mètres de là, comme une erreur dans ce tableau parfait de richesse, un portail sombre et étroit marque l'entrée d'un immeuble haussmannien décrépit, oublié par le temps et les rénovations. De cette obscurité émerge une frêle silhouette, une petite fille de 8 ans dans un blouson trop grand et des baskets usées. Son apparition est une fracture visuelle, une note discordante dans la symphonie de l'opulence, un personnage invisible, s'apprêtant à entrer dans la lumière la plus crue. Manon n'était pas mue par la curiosité, mais par la certitude. Le sifflement aigu qui s'échappait du capot de la Rolls-Royce n'était pas un simple bruit de surchauffe. C'était une signature acoustique, une plainte mécanique que son père lui avait appris à déchiffrer dans la graisse et l'huile de leur petit garage de quartier. Dans son esprit, le son se traduisait directement en un chiffre, 35 €, le montant exact de l'ordonnance de sa grand-mère qui attendait sur la table de la cuisine. C'était une mission, pas une intrusion. Elle quitta l'ombre protectrice du portail et s'avança, une anomalie vivante, marchant délibérément vers le cœur du problème. Elle se faufila entre les jambes des badauds, un petit navire fendant une mer de pantalons en cachemire et de sacs à main de créateurs. La foule s'écarta sur son passage, non par courtoisie, mais avec un réflexe de répulsion muette, comme si une créature d'un autre monde venait de souiller leur univers aseptisé. Les murmures la suivaient, des chuchotements méprisants sur ses vêtements usés et la saleté sous ses ongles. Pour eux, elle n'était qu'une tache sur le tableau immaculé de l'avenue Montaigne, une erreur à ignorer ou à effacer. Alors, qu'elle atteignait le cordon invisible qui séparait les spectateurs de la scène principale, une silhouette imposante se dressa devant elle. C'était Pascal, le chauffeur, dont le visage crispé par le stress de la situation se mua en un masque de pur dédain. Il la vit non pas comme une enfant, mais comme une complication supplémentaire, une nuisance. D'un pas rapide et autoritaire, il se plaça entre elle et le véhicule, son corps formant une barrière infranchissable entre la misère et la fortune. « Et la petite, qu'est-ce que tu fiches ici? Dégage !» Sa voix était un grondement bas et menaçant, calibré pour faire fuir les indésirables sans attirer l'attention de son patron. Il posa une main large et lourde sur sa frêle épaule, une pression non pas pour la guider, mais pour la repousser physiquement vers la foule d'où elle venait. Ce geste était une affirmation brutale de sa place, ou plutôt de son absence de place dans ce monde. Pourtant, Manon ne recula pas, elle ne scia même pas. Levant la tête, elle planta son regard clair et étonnamment calme dans celui de l'homme massif. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux, seulement une détermination tranquille. « Le moteur », dit-elle, sa petite voix portant avec une clarté inattendue. « Je sais ce qui ne va pas. » La simplicité et l'audace de sa déclaration créèrent une microseconde de silence absolu autour d'eux. Appuyé contre la portière de sa machine inutile, Jean-Baptiste de La Rochefoucauld terminait un appel houleux avec son ingénieur en chef. L'altercation attira son attention. D'abord irrité par ce nouveau dérangement, son expression se mua en une lueur d'amusement cruel. Une enfant des rues, sortie de nulle part, prétendant diagnostiquer une panne sur un moteur V12 personnalisé que ses propres experts, diplômés des plus grandes écoles, ne parvenaient pas à identifier à distance, l'absurdité de la situation était presque rafraîchissante. Pascal laissa échapper un ricanement sonore.
se tournant vers la foule, comme pour la prendre à témoin de cette farce. « Vous entendez ça? Elle sait ce qui ne va pas. Retourne faire la manche, gamine, ce n'est pas ta place ici. » Quelques rires étouffés fusèrent parmi les spectateurs, un écho condescendant qui transforma la scène en une humiliation publique. Manon était devenue le spectacle, une distraction bienvenue pour ces gens dont la journée était momentanément gâchée. Mais au lieu d'ordonner à son employé de chasser l'enfant, Jean-Baptiste leva une main. Le geste fut impérial, suffisant pour glacer sur place l'arrogance de Pascal et les ricanements de la foule. « Laissez-la » ordonna-t-il, un sourire en coin flottant sur ses lèvres. Il ne voyait pas là une offre d'aide crédible, mais un divertissement inattendu, une pièce de théâtre de rue pour rompre la monotonie de son après-midi désastreux. Qu'elle s'humilie elle-même, ce serait plus distrayant. La tension monta d'un cran. Manon se retrouva au centre d'un cercle de silence hostile. Le tsa, sifflement de la vapeur était la seule bande-son, tandis que des dizaines de pères d'yeux la fixaient avec un mélange de curiosité prédatrice et de dédain. Pascal se tenait en retrait, bras croisés, un cerbère momentanément mis en laisse. Le milliardaire l'observait avec le détachement amusé d'un roi regardant un paysan tenter de résoudre une énigme royale. Tout le poids de leur incrédulité reposait sur elle, mais elle ne baissa pas les yeux. « Mes ingénieurs de l'école polytechnique ne peuvent pas diagnostiquer ça par téléphone, et tu penses le pouvoir avec ça ?» dit Jean-Baptiste, son regard méprisant glissant vers le vieux tournevis rouillé qui dépassait de la poche de Manon. Il décida de transformer cette farce en un spectacle public, une leçon pour cette intruse. Son humiliation serait son divertissement. Il plongea la main dans la poche de son costume sur mesure et en sortit une liasse épaisse de billets de 100 €, la déployant comme un éventail de pouvoir. « Dis-moi ce qui ne va pas en moins d'une minute et tout ça est à toi. » L'offre, lancée avec une arrogance théâtrale, n'était pas une récompense, mais le prix d'un jeu cruel dont il était certain de sortir vainqueur. Pourtant, Manon ignora complètement l'argent. Ses yeux ne quittèrent jamais la machine blessée, son esprit déjà loin du cirque humain qui l'entourait. Pour elle, la fortune agitée sous son nez n'était qu'un bruit de fond sans importance face à la symphonie discordante du moteur. D'un pas, elle franchit la ligne invisible, acceptant le défi non pas pour l'argent, mais pour l'honneur de la mécanique. La foule retint son souffle, un silence collectif s'abattant sur l'avenue. Les smartphones étaient levés, prêts à immortaliser l'échec ou le miracle. Pascal, le chauffeur, croisa les bras, un sourire narquois déjà dessiné sur ses lèvres, anticipant la déconfiture de cette gamine effrontée. La scène était prête, un tribunal de rue où le verdict semblait déjà écrit. Avec une lenteur délibérée qui contrastait avec l'urgence de la situation, Manon s'approcha du capot. Elle ne tenta pas de l'ouvrir. À la place, elle posa délicatement la paume de sa main sur le métal vibrant, puis son oreille, fermant les yeux. Elle n'écoutait pas un bruit. Elle écoutait une histoire, une confession de métal et de pression que seuls les initiés pouvaient comprendre. Après quelques secondes qui parurent une éternité, elle rouvrit les yeux. Son regard, clair et direct, se fixa sur Jean-Baptiste. « Ce n'est pas le tuyau principal, déclara-t-elle, sa voix tranchant le silence. Le sifflement n'est pas de la vapeur d'eau. » Chaque mot était posé, précis, dénué de la moindre hésitation. Elle continua, son débit s'accélérant légèrement, comme un chirurgien décrivant une procédure complexe. C'est une résonance à haute fréquence causée par la cavitation du glycol surchauffé en passant par une micro-fissure. Les termes techniques, résonance, cavitation, glycol, flottèrent dans l'air parisien, des concepts aussi étrangers à cette audience que la pauvreté. Puis vint le coup de grâce, le diagnostic final, prononcé avec une autorité absolue qui glaça le sang de l'assemblée. Vous avez une fissure capillaire par contrainte thermique dans le joint du collecteur de liquide de refroidissement du bloc moteur. Le silence qui suivit fut si profond qu'on aurait pu entendre tomber une épingle sur le marbre des boutiques de luxe. Avant que quiconque ait pu formuler une pensée,
Elle sortit son tournevis, non pas pour forcer une serrure ou dévisser une plaque, mais comme un acupuncteur manie son aiguille. D'un geste d'une précision chirurgicale, elle l'appliqua sur la tête d'un boulon externe, un point d'ancrage anodin pour le commun des mortels, mais qui était pour elle le nexus du problème. À l'instant précis où le métal de son outil toucha le métal du moteur, le sifflement strident cessa, net. Le silence tomba comme un rideau de fer. Total, assourdissant. La vapeur, blanche qui s'échappait du capot, sembla perdre de sa vigueur, se dissipant comme un fantôme honteux. Le monstre de 450 000 € était dompté. « C'est un bypass de pression temporaire », expliqua Manon en retirant son tournevis avec le calme d'un expert ayant terminé son travail. « Il dévie le flux pour ne pas forcer la fissure. Vous arriverez à votre garage. » Elle regarda le milliardaire, non pas avec triomphe, mais avec la simple satisfaction du devoir accompli. Du téléphone de Jean-Baptiste, toujours serré dans sa main devenue moite, la voix de son ingénieur en chef crépita à travers le haut-parleur, brisant l'enchantement. Sa phrase, hachée par l'incrédulité, fut l'épitaphe du scepticisme ambiant. C'est théoriquement impossible sans nos outils de diagnostic. Le sourire amusé avait été effacé du visage du milliardaire, remplacé par une expression de stupeur totale. Un miracle venait de se produire sur l'avenue Montaigne. Le silence qui s'abattit sur l'avenue Montaigne n'était pas une simple absence de bruit. C'était une substance dense, lourde, un vide assourdissant qui engloutit le murmure de la ville, le bourdonnement des conversations et le dernier soupir de la vapeur s'échappant du capot. Le monde semblait avoir retenu son souffle, suspendu à l'acte impossible qui venait de se produire. Sur les visages de la foule, la condescendance s'était évaporée, remplacée par une mosaïque de stupéfaction pure. Les bouches restaient entr'ouvertes, les yeux écarquillés, fixaient la petite fille comme s'il venait d'assister à une lévitation. Les smartphones, qui quelques secondes plus tôt capturaient une scène de dérision, immortalisaient désormais un miracle inexplicable, leur propriétaire ayant oublié jusqu'à l'idée de commenter. Pascal, le chauffeur, était figé. Son ricanement s'était brisé comme du verre fin, laissant place à un masque d'incrédulité totale. Ses bras massifs, autrefois croisés en signe de défi, pendaient mollement le long de son corps. Il recula d'un demi-pas, un mouvement involontaire de recul face à un phénomène qui défiait son entendement et sa perception rigide du monde. Pour Jean-Baptiste de La Rochefoucauld, le choc fut plus profond, plus sismique. Ce n'était pas seulement son moteur qui s'était tu, mais tout l'édifice de ses certitudes. L'amusement cruel qui avait joué sur ses lèvres s'était transformé en une sidération glaciale. Le monde, si prévisible, si gouverné par les lois de la finance et de la physique qu'il maîtrisait, venait de basculer sur son axe. La voix crépitante de l'ingénieur, s'échappant du téléphone comme un écho d'un autre univers, ne fit que confirmer l'absurdité divine de la situation. Théoriquement impossible. Ces deux mots résonnèrent dans l'esprit du milliardaire, non pas comme une analyse technique, mais comme un verdict sur sa propre ignorance. Son regard se posa alors véritablement sur Manon, pour la première fois. Il ne vit plus les baskets usées, ni le blouson trop grand, ni la saleté sous ses ongles. Ces détails s'effacèrent, remplacés par la lueur d'une intelligence si pure, sinon diluée par l'ambition ou l'ego, qu'elle en était aveuglante. Dans les yeux clairs de l'enfant, il ne vit pas une gamine des rues. Il vit un miroir, un reflet de ce qu'il aurait pu être, un rappel lointain d'un jeune garçon qui, avant d'hériter d'un empire, aimait démonter des horloges juste pour comprendre comment elles fonctionnaient. Une passion brute, oubliée sous des couches de cynisme et de bilan comptable. Soudain, l'opulence qui l'entourait lui parut grotesque. La Rolls-Royce n'était plus un symbole de succès, mais une cage de métal et de cuir, aussi vide de sens que les sourires de ses partenaires commerciaux. Manon, avec son tournevis rouillé et sa connaissance innée, possédait une richesse qu'aucun de ses milliards ne pourrait jamais acheter. Ses yeux descendirent sur la liasse de billets qu'il tenait encore stupidement dans sa main.
Le papier lui parut soudain une insulte grossière lancée au visage d'un génie. Offrir de l'argent pour un tel don était comme vouloir payer le soleil pour qu'il se lève. Pascal, sentant le contrôle lui échapper, tenta de rationaliser l'événement pour sauver la face. C'est un coup de chance, monsieur, une coïncidence. Sa voix, habituellement assurée, était faible, mal assurée. Un dernier rempart de déni contre une réalité écrasante. « Taisez-vous, Pascal. » La voix de Jean-Baptiste trancha l'air, plus, et froide et plus tranchante que l'acier de sa voiture. Chaque syllabe était chargée d'une autorité qui ne tolérait aucune réplique. Le silence revint, plus respectueux cette fois. Se tournant légèrement pour que tout le monde puisse l'entendre, il continua, son regard de glace fixé sur son chauffeur. « Votre jugement, en l'espace de 5 minutes, s'est avéré aussi défaillant que ce moteur. Le sien, en revanche, a été d'une précision chirurgicale. Ne confondez plus jamais votre rôle, qui est de conduire, avec le sien, qui est manifestement de comprendre. » Puis, son regard balaya la foule silencieuse, s'attardant sur les visages autrefois moqueurs. « Vous êtes venu voir le spectacle d'une voiture de luxe en panne, dit-il, sa voix portant sur toute l'avenue. Mais vous avez manqué l'essentiel. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. La chose la plus précieuse sur cette avenue aujourd'hui n'est pas dans une vitrine de chez Dior ou de Chanel. Elle n'est pas en platine et n'est pas sertie de diamants. Elle se tient devant vous, dans des chaussures trouées. Lentement, avec une déférence qui choqua l'assemblée, Jean-Baptiste de la Rochefoucauld fit un pas vers Manon, franchissant la distance sociale qui les séparait. Il se tenait maintenant devant elle, non plus comme un roi devant un sujet, mais comme un homme face à une révélation. Il la regarda droit dans les yeux, et pour la première fois de sa vie d'adulte, il se sentit humble. « Pardonnez-moi, » dit-il simplement, sa voix dénuée de toute trace d'arrogance. « Je vous ai sous-estimé. » Son regard tomba une dernière fois sur l'argent dans sa main. Avec un geste lent et délibéré, il replia la liasse de billets et la glissa dans la poche de sa veste, signifiant qu'elle était désormais hors de propos, une monnaie d'échange obsolète entre leurs deux mondes. Dans l'esprit de Jean-Baptiste de la Rochefoucauld, l'après-midi désastreux venait de se transformer. Le problème n'était plus une voiture en panne. C'était une vie entière passée à regarder dans la mauvaise direction. Et la solution, il le savait avec une certitude absolue, se tenait juste devant lui. D'un geste discret mais impérieux, Jean-Baptiste fit signe à Manon de le suivre, s'éloignant du cercle de curieux qui commençait à se disperser, déçu de la fin prématurée du spectacle. Il l'écarta de l'épave métallique de sa fortune, la guidant vers l'ombre protectrice du portail d'où elle était sortie. Un no man's land entre l'opulence de l'avenue et la pénombre de son propre monde. La foule devint un bruit de fond, un murmure indistinct. Le vacarme de Paris sembla s'atténuer, comme si une cloche de verre invisible s'était abattue sur eux deux. Ici, dans le couloir sombre et sentant la pierre humide, ils étaient isolés, deux figures d'un tableau impossible, le milliardaire en costume Armani et l'enfant au tournevis rouillé. Un silence s'installa, non pas gênant, mais chargé d'une gravité nouvelle. Jean-Baptiste ne la regardait plus comme un prodige ou une curiosité, mais comme une boussole morale qui venait de réorienter toute sa vie. Chaque certitude qu'il avait possédée s'était fissurée, tout comme le collecteur de son moteur. Il se pencha, non pas avec condescendance, mais pour se mettre à sa hauteur, pour rencontrer son regard sans la barrière de leur différence de taille. Son propre reflet dans les yeux clairs de la fillette lui parut étranger, celui d'un homme qu'il ne reconnaissait plus tout à fait. « Manon !» commença-t-il, sa voix étonnamment douce, dépouillée de son autorité habituelle. « Je peux t'acheter n'importe quoi, une maison, des voitures qui fonctionnent. Dis-moi ce que tu veux, vraiment. » C'était la question la plus importante qu'il ait posée de toute sa carrière. Elle ne répondit pas tout de suite. Son regard se perdit un instant dans le vague, comme si elle consultait une mémoire lointaine. La question d'un vouloir, au-delà du besoin immédiat des 35 € de
L'ordonnance était un territoire inconnu, un luxe qu'elle n'avait jamais eu le temps d'explorer. Voyant son hésitation, le vieil homme d'affaires en lui refit surface, pensant qu'elle n'osait pas. « N'aie pas peur de demander. Un laboratoire, les meilleurs professeurs, le monde entier si tu le souhaites, il suffit de le nommer. » Manon secoua doucement la tête, un mouvement à peine perceptible, mais d'une finalité absolue. Ses yeux revinrent se poser sur lui, et ils contenaient une sagesse, ancienne et triste. « Les choses ne m'intéressent pas, monsieur. » Sa petite voix résonna contre les murs de pierre, portant une vérité désarmante. « Les choses, ça se casse. Comme votre voiture. On peut les réparer, parfois. Mais parfois, non. » Puis, elle livra le coup de grâce, la phrase simple et dévastatrice qui brisa la dernière armure du milliardaire. « Je ne veux pas d'argent. L'argent n'a pas réparé la voiture de papa et maman après leur accident. » Une onde de choc invisible parcourut. « Jean-Baptiste, ce n'était pas une simple réponse, c'était un diagnostic, non pas d'un moteur, mais de son âme. En une seule phrase, cet enfant venait de mettre en lumière la faillite totale de sa vision du monde, la vacuité de la richesse face à la perte irréparable. Ses yeux s'embuèrent. Pour la première fois depuis sa propre enfance, il sentit des larmes monter, chaudes et étrangères. Il comprit que ce que cet enfant cherchait n'était pas quelque chose que l'on pouvait acheter, mais quelque chose qu'il avait oublié comment donner. La permanence, la sécurité. Il prit une profonde inspiration, le cœur battant contre ses côtes comme un moteur sur le point de caler. Sa décision était prise, non par logique ou par stratégie, mais par une certitude viscérale, la plus pure qu'il ait jamais ressentie. « Alors je ne t'offrirai pas des choses, Manon. Je t'offrirai du temps. Je t'offrirai une promesse. » Il tendit sa main, non pas pour donner de l'argent, mais pour offrir un pacte. « Je promets de rester, de ne pas me casser, de ne pas partir. » Après une minuscule hésitation, la petite main de Manon, encore marquée par la graisse et la vie, se glissa dans la sienne, scellant l'accord dans le silence du vieux couloir parisien. 6 mois plus tard, la scène n'est plus le bitume froid de l'avenue Montaigne, mais le parquet d'un hôtel particulier du 16e arrondissement, transformé en siège ultramoderne de la Fondation Manon de la Rochefoucauld. L'air y est saturé non pas de parfums de luxe, mais d'une énergie palpable d'innovation et d'espoir. Le marbre a été remplacé par du verre intelligent et des murs végétaux. Un écosystème de génie où la seule monnaie est le potentiel. Manon, vêtue d'une simple robe en lin bleu et de baskets blanches impeccables, se tient devant une table de conférence holographique. Son apparence a changé. La saleté a laissé place à une propreté rayonnante, le blouson trop grand a des vêtements à sa taille. Mais ses yeux sont restés les mêmes, clairs, directs, porteurs d'une gravité qui dément son âge. Elle conserve au poignet un bracelet fait d'un simple fil de cuivre, un souvenir de l'atelier de ses parents, son ancre dans ce nouveau monde. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. La Fondation accueille le sommet mondial des villes durables. Autour de la table, une douzaine de maires des plus grandes métropoles du monde sont assis, flanqués de leurs ingénieurs en chef. Des visages marqués par la fatigue et le scepticisme, des hommes et des femmes habitués aux promesses creuses et aux solutions hors de prix. Ils ont accepté l'invitation de Jean-Baptiste par courtoisie diplomatique, mais leurs regards trahissent leurs pensées. Que peut bien leur apprendre une enfant de 8 ans ? Le maire de Sao Paulo, un homme à la carrure imposante et à la voix lasse, prend la parole. Il décrit une crise qui paralyse sa ville. Un réseau électrique vieillissant, sujet à des pannes en cascade, déclenché par des oscillations harmoniques parasites que ses équipes, malgré des millions dépensés en consultants, n'arrivent ni à prévoir ni à contenir. Le silence qui suit son exposé est lourd. Une reconnaissance partagée de l'impuissance technocratique. Les experts hochèrent la tête en signe de commisération. L'un d'eux projeta des graphiques complexes, des équations différentielles et des simulations de défaillance. Les mots « instabilité systémique » et « point de rupture non linéaire » furent prononcés, des diagnostics funèbres qui ne faisaient que confirmer l'ampleur du désastre, sans offrir la moindre lueur d'espoir.
La salle était un mausolée d'ambitions urbaines brisées. Manon avait écouté sans un mot, son regard fixé non pas sur les orateurs, mais sur l'hologramme tridimensionnel du réseau électrique qui flottait au centre de la table. Elle se leva, contourna la table et, d'un geste de la main, zooma sur une section du modèle que tout le monde avait ignorée, les tunnels du métro souterrain. Passant directement sous les principales sous-stations électriques, elle n'éleva pas la voix, elle parla avec la même clarté clinique que 6 mois plus tôt devant la Rolls-Royce fumante. Le problème n'est pas dans votre réseau, monsieur le maire, il est sous votre réseau. Vos ingénieurs cherchent une défaillance électrique, mais la cause est mécanique. Un murmure d'incrédulité parcourut l'assemblée. L'ingénieur en chef du maire brésilien s'apprêtait à protester, mais Manon continua sa logique implacable, coupant court à toute interruption. Les vibrations à basse fréquence, générées par le passage des rames de métro, créent une résonance cinétique dans les transformateurs. C'est cette contrainte mécanique, invisible pour vos capteurs électriques, qui provoque les micro-fissures et les surtensions. Vous traitez les symptômes, pas la maladie. Puis, elle projeta une nouvelle image à côté du réseau complexe, le schéma d'un dispositif d'une simplicité désarmante. La solution n'est pas de reconstruire votre réseau, c'est d'installer des amortisseurs magnétoréologiques à chaque point d'ancrage des sous-stations. Ils s'adapteront en temps réel aux vibrations et les annuleront. Le coût est 1000 fois inférieur à celui de vos projets actuels. Le silence qui s'ensuivit fut absolu, plus profond et plus vibrant encore que celui de l'avenue Montaigne. L'ingénieur en chef de Sao Paulo fixa l'hologramme, son visage passant de l'incrédulité à la stupéfaction, puis à une admiration presque craintive. Il ouvrit la bouche, la referma, et articula finalement, sa voix brisée par l'émotion de la découverte. C'est théoriquement parfait. Comment n'y avons-nous pas pensé? Les maires se regardèrent. Le scepticisme de leur visage s'étant dissous pour laisser place à une lueur d'émerveillement. Ils ne voyaient plus une enfant, mais une force de la nature, une intelligence pure qui venait de résoudre en 30 secondes un problème qui coûtait des milliards et affectait des millions de vies. L'un après l'autre, ils se levèrent, non plus pour partir, mais pour se presser autour d'elle, chacun espérant lui présenter le problème insoluble de sa propre ville. Assis en retrait, Jean-Baptiste de la Rochefoucauld observait la scène, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Il ne voyait pas une protégée validant son investissement. Il voyait la preuve vivante que sa plus grande transaction n'avait pas été l'acquisition d'une marque de luxe, mais la reconnaissance d'un génie dans la rue. Il avait cru sauver une enfant de la pauvreté, mais il comprenait maintenant que c'était Manon, avec son tournevis rouillé et sa vision limpide, qui l'avait sauvée d'une vie de richesse vide de sens. 10 ans plus tard, l'éclat doré de la salle de concert de Stockholm remplace le bitume gris de l'avenue Montaigne. L'air n'est plus chargé des vapeurs d'un moteur en surchauffe, mais de l'électricité solennelle d'un accomplissement historique. Au centre de la scène, sous le regard de la royauté suédoise et de l'élite intellectuelle mondiale, se tient une jeune femme de 18 ans. Ce n'est plus la petite fille au blouson trop grand, mais Manon de la Rochefoucauld, la plus jeune lauréate du prix Nobel de physique de l'histoire. Son élégance est d'une simplicité désarmante, une robe de velours bleu nuit qui rappelle la carrosserie de la Rolls-Royce qui a changé sa vie. Elle n'a pas de bijoux ostentatoires, seulement, à son poignet, un fin bracelet de cuivre qu'elle a forgé elle-même, un hommage silencieux au garage de ses parents, son premier laboratoire. Son regard n'a pas changé. Il possède toujours cette clarté perçante, cette gravité calme qui, 10 ans plus tôt, avait désarmé un milliardaire et réduit au silence une foule moqueuse. Le prix lui est décerné pour une invention qui a déjà commencé à remodeler le monde, le moteur à fusion froide de la Rochefoucauld. Une technologie révolutionnaire, née de ses intuitions sur la résonance thermique et la contrainte mécanique, qui fournit une énergie propre, quasi illimitée et à un coût dérisoire.
Les premiers prototypes, financés par la Fondation, alimentent déjà des hôpitaux et des écoles dans plusieurs pays d'Afrique francophone, transformant la promesse d'un avenir meilleur en une réalité tangible. Dans le premier rang, Jean-Baptiste de La Rochefoucauld, les cheveux blanchis par le temps, ne tente même pas de retenir ses larmes. Il ne voit pas un investissement qui a porté ses fruits, mais le véritable héritage de sa vie. Son empire du luxe, autrefois le centre de son univers, n'est plus qu'une note de bas de page dans l'histoire qu'ils ont écrite ensemble. Il avait cru offrir un avenir à une enfant, mais c'est elle qui avait donné un sens à son passé et un but à sa fortune. Leur impact a largement dépassé la technologie. La Fondation Manon de La Rochefoucauld, devenue une institution mondiale, a identifié et soutenu plus de 5000 enfants prodiges, arrachés à l'anonymat des banlieues, des campagnes reculées et des quartiers oubliés. Chacun d'eux était un génie invisible, un potentiel extraordinaire caché derrière le voile de la pauvreté, attendant simplement que quelqu'un regarde au-delà des apparences. Manon s'approche du micro, un silence respectueux envahit la salle, sa voix, claire et posée, résonne sans la moindre trace de nervosité. « Je voudrais d'abord remercier mes premiers professeurs, mes parents, » commence-t-elle. Dans leur petit garage, au milieu de l'odeur de l'huile et du métal, ils ne m'ont pas appris la physique des manuels, mais celle des mains. Ils m'ont appris qu'avant de chercher une solution complexe, il faut d'abord savoir écouter le murmure d'une machine blessée. Elle marque une pause, son regard balayant l'assemblée. Notre monde est une machine d'une complexité inouïe, et nous cherchons souvent les réponses dans des équations grandioses et des projets colossaux. Mais parfois, la panne la plus critique, le blocage qui paralyse tout le système, vient d'une pièce minuscule, une pièce que tout le monde a jugée insignifiante, une pièce invisible que l'on a méprisée ou écartée. Son regard se pose alors sur Jean-Baptiste, et un sourire illumine son visage pour la première fois. Je suis ici ce soir grâce à un homme qui, ce jour-là, a su voir au-delà de mes chaussures trouées et de mon tournevis rouillé. Il ne m'a pas offert de l'argent, il m'a offert quelque chose de bien plus précieux, la chance. Il m'a écouté, il a compris que le talent n'a pas de code postal et que le génie peut porter des vêtements usés. Elle se tourne de nouveau vers le public, sa voix se faisant l'écho d'une conviction profonde, la morale finale de son histoire devenue un message pour l'humanité. Alors je vous en prie, cherchez les fissures capillaires dans notre société, écoutez ceux dont la voix est un murmure. Car la véritable valeur ne se trouve pas dans le chrome d'une voiture de luxe, mais dans le potentiel extraordinaire qui se cache sous la suie. Ne sous-estimez jamais un génie, aussi usé que soient ses chaussures.